toujours agréable de partager ces moments-là. Donc en effet, Loïc et Bernard ont bien résumé un petit peu comment on s'est rencontrés. Donc c'est la coïncidence et c'est aussi, je crois, la jonction entre la mer et la terre. Donc c'est vrai que moi je suis à l'origine un coureur à pied et je rêvais depuis maintenant des années, pour pas dire depuis ma tendre enfance, de faire un tour du monde. Et c'est vrai qu'en tant que coureur à pied, souvent je me disais dans ce tour du monde, il va y avoir un moment où je vais être bloqué entre guillemets par l'eau. Il fallait trouver un moyen de passer justement ces océans. Et je voulais bien entendu, alors ça c'est un petit peu ma personnalité, je voulais garder le fait de me déplacer avec la force humaine entre guillemets, donc c'est-à-dire produire un mouvement pour avancer comme quand je cours, donc je cours avec les jambes. Et donc c'est bon, il faut que je me rapproche. Et donc il n'y avait pas 36 solutions, en voulant garder un petit peu ce que j'appelle la force humaine, bien que la voile soit du sport, et surtout je ne dis pas du mal des voileux, surtout ne m'allez pas dire ça. Donc il me fallait quelque chose, parce que je ne voulais pas utiliser la voile, il fallait trouver un autre moyen. Donc il y avait deux moyens pour traverser un océan, si on veut le faire à la force humaine. Le premier c'est la nage. Alors traverser 3 océans à la nage, même si je nage à peu près bien, c'est vraiment très compliqué. Et le second c'est en effet la propulsion avec la rame. Et ça a tout de suite été pour moi un déclic en disant, voilà, c'est peut-être le moyen le plus adapté pour faire un tour du monde à la force humaine. Donc j'ai réfléchi à ce projet, et bien sûr je me suis d'abord renseigné auprès de celles et ceux qui l'avaient fait, donc en l'occurrence Pierre que j'ai rencontré. Et donc le projet a commencé à mûrir, donc il a fallu très rapidement bien sûr trouver un moyen de locomotion sur la mer pour la rame, donc c'était le bateau. Donc le bateau, je l'ai acheté maintenant il y a à peu près 6 mois donc en Angleterre. C'est un bateau qui a déjà fait une première traversée de l'océan Atlantique avec son ancien propriétaire anglais l'année dernière, donc entre la Gomera, donc les Canaries et les Barbades. Donc c'est un bateau qui va très très vite avec un bon marin. Celui-là était un bon marin, moi je ne le suis pas encore. Donc voilà un petit peu pour le résumé de l'histoire. Et le projet, il est assez simple, donc enfin c'est simple sur le papier, vous allez voir. Après c'est une autre paire de bras ou de manches, je ne sais pas. Donc c'est de partir de l'île de la Réunion, donc c'est un tour du monde qui partirait de l'île de la Réunion, qui va se dérouler uniquement dans l'hémisphère sud, je vous expliquerai après pourquoi, avec un départ donc bien sûr à la rame pour aller jusqu'à Madagascar. Madagascar, une traversée en courant de Madagascar qui doit faire à peu près 800 km. Ensuite une traversée à la rame donc, du canal de Mozambique jusqu'au Mozambique. Il y a à peu près 3 semaines, 1 mois de rame. Et après la traversée de ce qu'on appelle l'Afrique australe, donc du Mozambique jusqu'en Namibie, en passant par l'Afrique du Sud, donc on reste vraiment très au sud de l'Afrique. Donc là, il y a environ 2800 km de course à pied. Et après, le premier gros morceau va être l'Atlantique Sud, donc de Namibie jusqu'au Brésil. Là, c'est à peu près environ, en gros, 3 mois de navigation, à peu près 3 mois de navigation. Donc ça sera une partie quasiment en autonomie totale. Il n'y a pas de stop possible. L'île de Sainte-Hélène est tellement petite qu'à la rame, c'est vraiment très aléatoire de pouvoir la toucher. Ensuite, on arrive sur l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, donc le Brésil jusqu'à Valparaiso, ça sera environ 3000 km de course à pied. Donc il faut compter environ 1 mois et demi, peut-être 2 mois pour 3000 km de course à pied. Et après, ça sera vraiment le grand saut de l'autre côté. Là, on ne le voit pas parce qu'il est coupé en deux. C'est le Pacifique Sud. Donc le Pacifique Sud, c'est environ 8000 nautiques, à peu près. 8000 milles nautiques, pardon. Là, ça va demander 7 mois au total. 7 mois sur la petite barque qui est derrière vous, mais vous n'avez peut-être pas encore vu, avec quand même 2, voire 3 stops dans des îles comme par exemple soit Tahiti, soit les Marquises, ça dépend un petit peu où on va se trouver au niveau de la navigation. Après certainement Nouméa, et enfin de trouver l'Australie. Une traversée de l'Australie à pied, là c'est un peu plus long, c'est 4500 km, 5000 km à peu près. Et puis finalement revenir par l'océan Indien à la rame et revenir au point de départ qui est la Réunion. Donc le tout englobé, course à pied et rame, ça va faire environ 45 000 km pour 22 mois approximatifs de challenge. Et ça se découpe à peu près en temps et en distance, 1/3, 2/3, donc c'est 2 tiers sur la mer et 1 tiers sur la terre. Voilà un petit peu pour le challenge. La progression moyenne sera de 60 km par jour sur la terre en courant, et j'espère la progression sur la mer, donc on va dire, allez, un petit 40 000 nautiques sur la mer, un petit 40 000 nautiques, je pense, sur la mer, par jour. Voilà un petit peu ce qui est le projet. Voilà. La sécurité et
le suivi en mer et sur Terre, comment le ravitaillement, etc. Alors, sur Terre, quelque chose. tout à fait. Alors, sur Terre, donc, j'allais dire, on a la pratique et l'expérience, puisque maintenant, depuis 15 années, donc, nous avons traversé, l'équipe et moi, donc 5 continents. Donc, le ravitaillement se fait, alors sur Terre, se fait tous les 4-5 km, donc il y a un véhicule qui m'attend, qui me ravitaille, et on avance comme ça de 60-70 km par jour. On fait des campements, on dort à l'hôtel, on dort en camping-car, enfin voilà, donc c'est une progression, j'allais dire, presque linéaire, qu'on connaît, qu'on manage, on connaît bien les continents, puisqu'on les a déjà presque tous traversés. La mer, c'est un peu plus compliqué, parce que là, il y aura une grande différence avec ce que je fais d'habitude, c'est d'avoir la solitude. Là, j'ai plus d'équipe, j'ai plus personne, je suis seul en mer. Donc, mais c'est aussi pour ça que j'y vais, les gens s'inquiètent. Il n'y a pas de bateau. Alors, il y aura un bateau de 3 jours, histoire de dire qu'on m'accompagne de 3 jours pour me laisser partir, mais après, non. Parce que je n'ai pas trouvé un voileux qui veut faire des ronds comme ça pendant des jours et des jours, parce que je vais tellement doucement que le pauvre voilier, vraiment, ça serait, à mon avis, un peu compliqué. Si, il y a Loïc qui est d'accord. Bon, très bien, on va en parler. Non, donc, pas d'assistance en mer, donc seul. Alors, comme tous les gens qui ont déjà traversé des océans, et il y en a plein, ça fait partie du challenge, ça fait partie aussi peut-être de ce qu'on souhaite, parce que même si c'est difficile, c'est sûrement un souhait. Enfin, il faut du moins en avoir envie, parce que sinon, c'est pas la peine de partir. Les moyens de communication, tous ceux qu'on peut connaître, bien sûr, par téléphone, par satellite, on n'est plus vraiment seul comme l'étaient les marins il y a très longtemps, on n'est plus vraiment, puisqu'on a toujours ces moyens de contact. On espère s'en servir simplement que pour communiquer et non pas pour déclencher des secours. Et ça fait partie aussi du risque et de l'incertitude qu'on a quand on part dans un tel défi. Donc voilà, alors après le ravitaillement, donc à bord, c'est essentiellement du lyophilisé ou du pasteurisé, on va faire un peu des deux parce qu'il faut quand même garder du plaisir pour s'alimenter. La plus grande période d'autonomie que je vais avoir, c'est environ 3 mois maximum, ce sera 3 mois, j'espère pas plus, parce que de toute façon le bateau ne peut pas contenir plus de 100-110 jours de vivre, ça c'est le maximum que je puisse charger le bateau, donc il ne faudra pas que j'aille plus loin, parce que sinon j'aurai un souci. Donc bien sûr, ça sera l'eau, ça sera un dessal, j'ai un dessal à bord, je n'emmène pas d'eau, donc du lyophilisé. Et puis après, beaucoup de passion surtout, parce qu'il en faudra de la passion et de la patience, de l'humilité certainement aussi, beaucoup d'humilité, et puis du soutien aussi, du soutien de ceux qui vont suivre ça par le site internet. Donc on a un site internet qui sera mis à jour. Alors, je ne le mettrai pas à jour directement parce que j'aurai beaucoup d'autres choses à faire, et qui sera mis à jour par une équipe qui sera à terre. Donc tous les jours, il y aura un compte rendu, il y aura ce qu'on a pu faire, ce que j'ai pu faire, ce qu'on a pu faire avec le bateau, parce qu'on est deux. Quand je dis on, surtout, je dis on pour l'équipe sur la terre, et je dis on pour le bateau et moi sur la mer, parce qu'on est deux. On ne peut pas être dissocié. Et puis voilà, il faudra une partie de chance aussi, il faudra de la chance, comme dans la vie en général, il faut en avoir pour que ça aille au bout. Ce qui est assez compliqué et complexe, voilà. Donc fatalement, le problème qu'on a là, c'est le bateau. Lorsque je finis une traversée d'océan, le bateau, il faut le prendre. Enfin, l'équipe qui sera avec moi va gérer le bateau, va le prendre. On va le mettre dans un conteneur. C'est la seule façon parce qu'on ne peut pas faire voyager sur une remorque à travers un continent. Et donc le bateau prendra le bateau dans un conteneur et ira de l'autre côté du continent. Sera stocké. Et quand j'arriverai, une équipe sera là environ 8 jours avant pour sortir le bateau, pour le remettre un peu en ordre s'il le faut. Et normalement, alors je ne serai pas là à courir absolument après le temps non plus, hein. C'est vraiment un tour du monde que je veux faire, contrairement aux traversées de continent où j'avais tous les jours le besoin et j'allais dire presque l'obligation de courir, c'était dans le record. Là, j'allais vous dire, d'ailleurs si je dois attendre une fenêtre météo pour repartir d'un continent de 4 jours, 5 jours, 6 jours, on prendra le temps d'attendre cette fenêtre météo et on ne se lancera pas dans des choses inconsidérées. Voilà, donc il y a une grosse logistique parce que bien sûr le bateau, il va falloir 3 fois le prendre, le mettre en conteneur et l'emmener de l'autre côté, avec tout ce que ça peut engranger comme problème de dédouanement, bien sûr, parce que la réunion ça va le départ, mais après, tous les problèmes de dédouanement à chaque fois, d'autorisation, donc ça c'est assez compliqué. Mais c'est l'équipe qui va le gérer, j'allais dire ça, je n'ai pas à le gérer, heureusement. D'autres questions? J'arrête de m'entraîner de courir à pied 7 mois, parce que le plus grand, ça sera quand même 7 mois sur le Pacifique où je ne pourrai quasiment pas courir, et repartir. Donc ça, malheureusement, je ne vais pas m'amuser à m'entraîner à m'arrêter. Donc je pense que ça sera très difficile. Je pense qu'il y aura certainement une période de marche au début, parce que d'abord une question d'équilibre les premiers jours pour retrouver un certain équilibre après des mois et des mois sur la mer. Ensuite, à mon avis, certainement une fonte musculaire au niveau des mollets, même si à la rame on pousse quand même pas mal sur les jambes, on travaille avec les cuisses essentiellement, mais les mollets travaillent un peu moins.
Donc il y aura certainement une phase de réadaptation qui va être très difficile, mais là j'ai pas d'éléments pour... Certainement que ce sera difficile, mais j'ai pas d'éléments concrets, parce que je suis jamais resté, depuis que je cours 7 mois sans courir, jamais. C'est quasiment impossible. Donc là il y aura aussi un autre phénomène vraiment difficile, c'est celui de l'addiction que j'ai, parce que c'est vraiment une addiction que j'ai actuellement de courir à pied. Et là il va falloir pendant 7 mois que voilà, je sois un petit peu sevré, ou ça va vraiment être un manque. Alors, ça c'est une grande interrogation, mais encore une fois, je ne pourrai répondre qu'une fois que je serai revenu. Tout à l'heure, c'est à mon avis très difficile, surtout quand on veut repartir pour 50-60 km par jour sur la Terre. Et encore une fois, ça sera à mon avis une progression, parce que je ne partirai pas le premier jour en faisant 60 km par jour, c'est quasi certain. Impossible, enfin impossible, je ne sais pas, mais du moins, pour moi, c'est sûr que je n'y arriverai pas. Donc il faudra vraiment une progression, et quand je parlais d'humilité aussi, il faudra vraiment savoir respecter son corps et repartir, à mon avis, le plus doucement possible. Et, le plus doucement, c'est sûr, mais surtout le moins de kilomètres, parce que, à mon avis, j'aurais du mal à faire 60 km par jour. Et il faudra après retrouver une certaine forme pour pouvoir continuer et reprendre un rythme normal, entre guillemets. Oui. Ça nécessite un budget de combien? Alors le budget est assez élevé, hein, j'ai un peu peur d'en reparler, mais enfin il faut bien parler. La question est posée. Donc, le budget global est de 400 000 € pour 2 ans. Déjà juste l'achat du bateau représente une bonne partie. Derrière il y a la partie production du film qui prend aussi du budget, parce qu'à chaque fois on sort un film parce que c'est aussi un bon moyen de communiquer. Et puis après, il y a l'équipe aussi, l'équipe à terre, donc il y a les véhicules qu'il faut louer ou qu'il faut acheter pour se déplacer sur la terre. Il y a tout le fret maritime qui va coûter une fortune. Voilà, donc le tout pour 2 ans fait 400 000 €. Alors c'est beaucoup d'argent. Je connais des sports que j'aime beaucoup qui en engloutissent beaucoup plus. Mais voilà, donc ça fait partie du budget. Alors le budget, on le finance avec des partenaires, et on le finance aussi grâce, cette fois-ci, on a lancé, enfin on n'a rien inventé, hein, puisqu'on a simplement copié l'idée de quelqu'un qui avait fait le Vendée Globe, dont j'ai oublié le nom, qui avait vendu le nom, votre nom fait le tour du monde, je ne sais plus c'est qui sont. Donc voilà, on a repris un peu l'idée, et on lance la souscription pour Bertrand de Broc, et on lance la souscription pour ceux qui veulent bien de mettre le nom sur le bateau, de mettre le nom sur le t-shirt que j'aurai, voilà, contre une souscription qui doit être de 25 €, ou ça commence à 25 € et ça finit à 50, je crois. Et donc ça c'est sur le site internet, on peut le faire. Voilà. Donc ça nous aide aussi bien sûr à boucler un budget qui n'est pas complètement bouclé bien sûr, mais on n'en est pas loin. Alors avec Pierre, je l'ai rencontré en 2012 sur le... Pierre, tu vas... Voilà. Pierre. Bonne question. Oui, on s'est rencontrés en 2012 autour d'un bateau à rame sur le salon nautique à Paris. Et j'ai bien senti que Serge était intéressé, mais je ne connaissais pas Serge, je savais un petit peu ce qu'il faisait en course à pied. Et je me suis dit, tiens, un curieux de plus qui vient voir un bateau. En fait, c'était un curieux qui préparait bien son coup. Donc voilà, on s'est rencontrés. Et puis, bon, à travers l'ultramarin, moi je fais un petit peu partie de l'ultramarin, je dirais en sourdine, avec Bernard et Loïc. Et donc voilà, la jonction a été faite par Loïc, et voilà, et j'ai le plaisir de retrouver Serge maintenant. Donc alors, ça aussi la question, donc finalement, j'ai pas oublié ou j'ai pas laissé ma grande passion qui est la course à pied, surtout parce que plein de gens me disent, ah ça y est, t'as tourné la page. Non, j'ai pas tourné la page. J'ai fait simplement un complément. Il y a un complément et assez curieux, parce que c'est peut-être une coïncidence. J'ai rencontré 4 personnes qui ont traversé les océans à la rame, et c'est des gens qui avaient déjà fait beaucoup de courses à pied. Alors, est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que c'est une suite logique? Je ne sais pas, mais j'en ai rencontré beaucoup, et voilà, on rame aussi beaucoup avec ses jambes. Les gens pensent qu'on rame beaucoup et uniquement avec les bras, mais on ne rame pas qu'avec les bras, on pousse aussi avec les jambes. Donc voilà, les jambes, ça va encore un peu, j'ai encore un peu d'entraînement. Donc voilà pour ce qui est de... Mais le rapprochement, c'est en fait, c'est le long cours, hein. Quand tu cours, c'est vraiment l'endurance longue et mesurée. Oui. La gestion d'efforts longs. Ouais, ça aussi, et puis aussi un peu plus dans la philosophie, c'est aussi la notion de voyage aussi quand même qui nous a rejoint, enfin qui me rejoint dans les deux sports. C'est assez curieux parce qu'avant, quand on me demandait de comparer mon sport, je disais souvent, c'est un peu comme les marins qui font des transats. On va d'un point à un autre, et je ne savais pas que j'allais un jour me retrouver dans cette situation, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a
Il y a d'abord cette notion de voyage, d'aller d'un point à un autre, cette notion quelquefois aussi de solitude, parce que la journée, je suis quand même tout seul dans ma course à pied, dans ma bulle, dans mes réflexions, même si le soir j'ai l'équipe, je suis quand même en train de faire travailler mes ménages, enfin mes ménages du moins de pensée, et je pense que quand on est sur la mer aussi, c'est un peu le même truc. Et voilà, et puis cette notion d'effort, d'endurance, c'est-à-dire, moi je suis pas du tout, et c'est pas de la fausse modestie, mais je suis pas un champion, je suis pas un extraterrestre, je suis un humain tout à fait ordinaire, qui a une passion de la course à pied, mais quand je cours à 8 km/h, tout le monde ici dans la salle est capable de courir à 8 km/h. Souvent, non, alors tout le monde va me dire oui, mais pas aussi longtemps. Et tout le monde est capable de ramer. Et tout le monde est capable de ramer. Voilà. Non, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que quand on est dans le mental, la course à pied que je vais faire, et certainement l'aviron, c'est 80-90% de mental. Et donc, autant si on veut être champion olympique de marathon, il faudra des prédispositions. Si vous ne les avez pas, vous n'y arriverez jamais. Autant courir 80 km par jour à 8 km/h, sauf vraiment pathologie, celui qui veut vraiment le faire, y arrivera. C'est qu'une question d'envie, mais comme plein de choses dans la vie, quoi, je veux dire. Donc là, on est vraiment dans le mental, et le mental, le physique, vous avez des limites. Quoi qu'on en dise, il y a des limites partout dans le physique. Dans le mental, il n'y a aucune limite dans le mental. C'est le truc irrationnel qui nous reste le sol, c'est le mental. Parce qu'on n'arrive pas à quantifier, à qualifier. Et là, je te dis, on peut aller très très loin quand on est passionné. D'ailleurs, on le voit, un être passionné, je veux dire, peut aller n'importe où, quoi, dans le bon ou dans le mauvais d'ailleurs aussi. Les coureurs à pied, comme tout le monde, comme tous ici, on faisait des 10 km, des 20 km, des marathons. Et un jour, j'ai lu un roman que je vous conseille de lire, qui vient d'être réédité, s'appelle Si, comme tout le monde, hein. Je vous vois sourire, mais c'est sûr. Et j'ai lu un roman qui s'appelle La Grande Course de Flanagan, qui est un roman qui retrace la première traversée des USA, qui a lieu en 1928. Et quand j'ai lu ce roman, je me suis dit, moi qui cours à pied et qui avait certainement l'envie de voyager, je me suis dit, mais c'est un truc extraordinaire. Traverser un continent en courant, dans nos temps modernes, c'est un petit peu prendre, sans mauvais jeu de mots, le monde à contre-pied, parce que c'est prendre le temps de voyager jusqu'au Caire, après Paris-Tokyo, et puis dernièrement le tour de l'Union Européenne. Et finalement, je suis quelqu'un qui ne peut pas vivre sans objectif. Et les gens me disent, bon, à ce coup-là, le tour du monde à la rame et à pied, ce coup-là, c'est fini après. T'arrêtes. Et là, je me dis, c'est comme si vous me demandiez d'arrêter de vivre, quoi. Voilà. Donc j'aurai toujours un objectif, quel qu'il soit. Et pour vous faire sourire, mais croyez bien que c'est sincère, c'est vrai, je me suis déjà fixé un objectif, pas le dernier, c'est celui de retraverser encore une fois l'Australie en marchant à 100 ans. Et je vous dis franchement, mais je le prépare. Alors, je ne peux pas encore prendre des billets d'avion parce que c'est encore un peu tôt, mais franchement, je le prépare parce que c'est quelque chose qui va me faire vivre jusque très longtemps. Je crois que dans la vie, tant qu'on a des objectifs, tant qu'on a des objectifs, c'est quelque chose qui vous amène et qui vous fait aller très loin. Après, c'est du mental. Voilà. Donc, j'espère qu'on se retrouvera dans à peu près 39 ans pour vous parler de mon futur défi, le prochain défi de... Ben, rigolez pas, parce que c'est pas si loin. Hein. Voilà, d'aller traverser l'Australie en marchant. Voilà. Donc ça, c'est un défi. Voilà un petit peu pour ce que j'ai fait. Voilà. Et franchement, je vous le dis, je suis un homme comblé parce que vivre de sa passion, je me suis rendu compte que c'était la plus belle chose au monde. Et voilà, et quand on est dans sa passion, on est heureux, et quand on est heureux, bah, on essaye de le partager. Et je suis vraiment un homme, alors je ne vais pas vous dire que je suis bien dans mes baskets parce qu'elle est un peu trop facile, mais je suis vraiment un homme heureux, quoi. Et en plus, quand on a... Autre chose qui est important, c'est que les gens me disent, ouais, mais tu cours tout seul, mais on n'est pas grand-chose sans les autres, on le voit encore aujourd'hui, et la considération des autres, pour moi, c'est le plus grand des carburants qui existent, quoi. Quand je suis sur la Terre, quand je reçois des messages en disant, bah, tu nous fais voyager, ou on est avec toi, ça me donne une force énorme, quoi. Et j'espère que sur la mer, ça sera pareil. Voilà. En général, portant des courants qui nous emmènent dans le bon sens, parce que fatalement, à la rame, c'est un peu plus compliqué de vouloir faire autrement. Et donc, oui, bien sûr, je vais me servir, j'espère du moins, le plus possible des éléments favorables. Voilà. Alors, il y aura toujours quelquefois des vents contraires. La nuit, quand on dort, on risque... Alors, ça, c'est un peu le grand problème. C'est-à-dire que moi, quand je cours à pied, je m'arrête de courir, le matin, je me relève, je suis au même point. J'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Par contre, là, ça peut être un petit peu différent, parce que des vents contraires, on peut peut-être reculer un petit peu. Donc, j'aurai toujours une encre flottante, mais bon, on n'est pas maître de sa destination comme on l'est sur Terre. Ça aussi, il faut que je l'assimile quand même. Hein. Alors, je sais pas. C'est impossible de traverser contre les éléments. Hein, je dirais même s'il n'y avait pas de courant, même s'il n'y avait pas de vent,
Ça deviendrait vraiment une épreuve. Hein. Il faut vraiment être dans un mouvement. Le vent, il faut prendre les vents portants et les prendre, c'est ce que fait Serge, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des zigzags comme ça, parce que là, ce ne sont que des alizés. Hein. Là, il part avec des alizés, il sera porté vraiment vers Récif. Hein. Et puis après, le Pacifique, il a bien choisi son truc. Alors, le départ est très facile, mais du côté... Ça part très régulier, et après, ça part un petit peu tourbillonnant du côté des Tuamotu par là. Là, ça sera vraiment quelque chose qui sera difficile à gérer, mais bon, ça se gérera. Et ce qui va être difficile à gérer pour Serge, c'est effectivement les atterrissages. Quand on est en mer, pas de souci, hein. On y est. Mais les atterrissages sont difficiles. Hein. Donc là, il faudra qu'une équipe aille un petit peu au-devant, voir un petit peu où il va atterrir, et puis trouver des moyens sur place pour aller à sa rencontre. Hein. On ne peut pas faire autrement, on n'est pas manœuvrant. Hein. Mais pour répondre à votre question, Dapoï a toujours fait dans le bon sens, heureusement. Heureusement. Ah oui, très honnêtement, oui. Je serais vraiment un fanfaron de dire que je ne suis pas inquiet, oui, bien sûr. Parce que c'est quand même l'inconnu pour moi, la nouveauté, même si j'essaie de sortir plus souvent. Oui, et assez curieusement, c'est pas la solitude qui m'inquiète le plus, parce que je pense que ça va presque me plaire, je vais dire. C'est pas que j'aime pas mes suiveurs, hein, mais ça va vraiment me plaire, parce qu'il y en a ici, il faut que j'aie attention. Non, par contre, c'est vrai que c'est surtout la peur, peut-être, oui, la peur de me faire un peu secouer, ça c'est certain. Au début, on l'a, après, il faudra certainement s'y habituer, c'est sûr, parce que l'engin est quand même petit, hein, donc c'est vrai que c'est pas très gros, bien qu'il y ait des gens qui fassent quand même des transats avec des bateaux peut-être encore moins longs que moi. Donc voilà, bon, le tout c'est que moi j'ai pas de quille, donc c'est vrai que ça bouge quand même pas mal sur le bateau. Mais il va falloir s'y habituer, mais c'est aussi pour ça que j'y vais, c'est aussi parce que c'est pas certain. C'est-à-dire que je vais pas me lancer dans quelque chose qui est entre guillemets facile. Je vais pas y trouver d'intérêt, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je vais pas y trouver d'intérêt. J'ai besoin d'avoir un challenge. C'est pas forcément que ça soit dur, risqué ou terrible, c'est que ça ne soit pas certain. Bon, voilà, c'est qu'on ne soit pas certain d'arriver au bout. Il faudra qu'il y ait ce sentiment d'incertitude pour que ça me plaise, sinon je ne serais pas heureux. Partir mars, dès qu'on peut en mars, on va voir un petit peu ce que ça donne. Parce que tout est calculé, là, le parcours est calculé, on a un peu de marge, mais pas tellement, pour éviter toutes les périodes cycloniques. C'est-à-dire que surtout principalement dans le Pacifique, donc après, l'Atlantique Sud, ça va, on n'a rien, mais le Pacifique, il faut qu'on évite d'arriver soit trop tôt, c'est-à-dire pas en mars, parce qu'on va encore se faire cogner dessus, et pas trop tard, donc pas aller après octobre, parce que octobre-novembre, parce qu'après ça commence à remonter. Donc tout est calculé, normalement, ça devrait le faire. Si ça ne le fait pas, là par contre, ça rallongerait le parcours d'au moins 5 mois, parce qu'on serait obligé de faire un stop quelque part, 5 mois pour laisser passer la période cyclonique. Donc normalement, ça devrait le faire, mais voilà... si je reviens et que je vous dis j'ai mis 27 mois au lieu de 22, il ne faudra pas me gronder parce que ça aurait été incontournable. Voilà. Donc départ mars 2015 pour une arrivée en principe novembre 2016, en principe parce que là vraiment c'est tellement long et tellement aléatoire qu'on va employer le conditionnel. Oui. Donc j'habite en Normandie, j'habite à côté de Fécamp, donc j'essaie de faire des sorties en mer quand je le peux. Alors, on a deux désavantages, c'est que c'est quand même la Manche, c'est quand même pas terrible pour naviguer, c'est pas très beau, il n'y a pas trop de Normands chez nous, parce que ici, donc ça. Puis en plus, nous, on a quand même le rail là, qui descend avec pas mal de trafic, donc c'est un peu compliqué. Donc j'essaie de sortir tant que je peux, mais vraiment je vais pas très loin, quoi. La course à pied, bon bah ça c'est quasiment quotidien, quoi. Je veux dire, là-dessus je change pas grand chose. Bon, je m'entraîne en rameur d'appartement, mais enfin bon, on croit qu'on est avec ses rameurs. Quand on arrive en mer, c'est plus la même chose, parce que vous n'avez jamais une pale qui touche en même temps, quoi, je veux dire, avec les vagues, donc ça n'a rien à voir. Enfin, c'est bien d'entraîner le mouvement, de faire travailler les jambes, mais ouais, c'est pas ça qui va vous faire bien ramer en mer. Donc voilà, donc essayez au maximum de sortir maintenant, là, de maintenant jusqu'en octobre, ça va être le maximum, parce que je pense qu'en octobre, voire novembre, on peut encore sortir, le maximum en mer. Essayez de trouver mes marques sur le bateau, c'est-à-dire pas forcément même en navigation, mais être au port, au bateau, apprendre à me faire à manger sur mon bateau, à trouver mon espace, parce que l'espace est quand même tout petit. Il faut que j'arrive à trouver mes marques, à se connaître mes marques par cœur. Il faudrait presque les yeux bandés que je puisse me faire prendre mon réchaud. C'est presque ça que j'essaye de faire. Et surtout m'habituer à l'étroitesse de la cabine, enfin ce que je peux appeler la cabine. Et voilà, et c'est surtout ça que je vais essayer de faire. Et au mouvement incessant, quoi. Et au mouvement incessant. Bien qu'au port, on est quand même, on sera un peu plus stable.
Mais il faut s'apprendre à avoir de l'équilibre. Et c'est pas vu que tu t'en ailles sur 3-4 jours et de revenir? On va essayer, ouais. Dès qu'on pourra le faire, on va essayer de le faire. Le problème, c'est que les gens me disent ah ouais, mais tu sors pas parce qu'il fait pas bon, mais quand tu vas être en mer. Le problème, c'est que quand on sort là au bord de la côte, c'est que si je me fais ramener violemment, parce que je suis pas manœuvrant, par des vents et des courants, c'est quand même, une fois qu'on est en mer, bon, à la limite, on va pas se cogner dans grand chose, et une fois quand on est encore trop près des côtes, c'est un peu compliqué de sortir quand il fait mauvais, parce qu'il faut un bateau accompagnateur, il faut qu'il puisse vous récupérer. C'est pas non plus gagné, et si vous ne récupérez pas, à la rame, vous avez vite fait de vous retrouver sur la côte. Voilà, donc on ne peut pas sortir quand on veut. Autant en mer, ça sera plus facile entre guillemets, mais là, au bord des côtes, c'est compliqué. Et puis je pense qu'il aura le temps de s'entraîner. Hein. Une fois parti, l'entraînement, ça se faire tout seul. Donc voilà, oui, on peut voir ça comme ça aussi. Oui. Quelques photos, c'est ça. 2000.